Qu'il y ait un peu de discussion et de débat. En t'écoutant, je me suis demandé un moment si finalement on parlait véritablement de Bloch, que tu connais mieux que personne, puisque tu es spécialiste en France depuis longtemps, et plutôt d'Adorno, puisqu'en définitive, l'argumentation d'Adorno a beaucoup porté, a beaucoup ébranlé. Pourquoi pas, moi je voudrais simplement dire qu'en lisant ces entretiens philosophiques que tu as traduits et que tu présentes, et c'est une très bonne chose, que tu répares une injustice d'abord à l'égard d'un très grand penseur qui est très peu connu en France. Je crois que de tous ces penseurs qui, au XXe siècle, se sont situés dans la nébuleuse de Marx, qui ont voulu corriger et rectifier le marxisme dogmatique de la deuxième et de la troisième internationale, Bloch est une figure absolument éminente. Il y en a trois, à mon avis, au XXe siècle, en laissant de côté Adorno qui pose d'autres types de problèmes. Pour moi, il y a donc Lukács, jeune et ancien, et Ernst Bloch et Antonio Gramsci, trois grandes figures énormes, non seulement de philosophes, mais d'analyse de la contemporanéité. Et il est scandaleux qu'en France, il y ait si peu de travaux, de thèses sur Bloch. Il n'y a pas connaissance, il y a toi et très peu d'autres, et c'est véritablement un très dommage. Par pure chance, parce qu'en 68, il y a eu le mouvement que vous savez, on a traduit à peu près à la même époque les cahiers de prison de Gramsci, les écrits politiques. On a traduit aussi du Lukács un peu avant, c'était publié la discussion de l'existentialisme avec Sartre. On a traduit aussi pas mal de Bloch, et par miracle, le principe espérance a été traduit, de même aussi que athéisme dans le christianisme, que droit naturel et dignité humaine, que d'autres livres encore, héritage de ce temps, qui ont permis aux lecteurs français de mesurer l'ampleur de ce philosophe véritablement de très grand niveau, et que l'on peut et que l'on doit comparer aux plus grandes figures du XXe siècle, bien sûr, Heidegger en tête, même sur l'Empire Heidegger, ça n'est pas la question. Lorsque j'ai lu pour la première fois Bloch, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que trois choses, que tu as d'ailleurs évoquées tout à fait dans ton exposé. La première, c'est que, effectivement, Bloch raisonne et pense comme un philosophe classique. Il a le courage de faire un système en trois tomes, le principe espérance, de passer en revue toutes les formes de l'espérance, sociale, technique, artistique, philosophique. Et au fond, en le lisant, on a l'impression de revenir à des textes classiques, Aristote ou Hegel. Et le dernier livre, que j'aime beaucoup, Experimentum Mundi, qui est court, se présente comme un traité des catégories d'une ontologie du possible. L'être n'est pas que simplement l'être là, l'être est ce qu'il peut être, ce qui n'est pas encore advenu. Donc cette idée que l'ontologie, qui nous renvoie à des choses fixes, peut être une ontologie de ce qui n'est pas encore advenu, de ce qui est désiré, de ce qui est souhaité, mais qui est peut-être là en latence, et donc il faut dégager dans la tendance ce qui est cachant, quid de la tête apparaît quelque chose de caché apparaîtra, ce qui est caché apparaîtra. Effectivement, c'est un texte admirable, et il faudrait analyser les raisons pour lesquelles il n'y a pas une d'heure de Bloch, malgré tes efforts, en France. Moi, je n'ai pas été vraiment un bloqué, mais il y a eu très très peu de personnes qui sont intéressées. Donc, le premier problème, effectivement, pourquoi Bloch n'est pas passé en France? Bon, je n'ai pas de réponse. Deuxième remarque que je veux faire, pour laisser la place un peu à la discussion, il y a de fondamental chez Bloch, c'est effectivement cette ontologie de la possibilité de l'être comme non-être encore là, avec toutes les catégories qu'il a su élaborer, ce qui prouve qu'il est vraiment un philosophe et qu'il n'est pas autre chose. Cette idée du novum, le nouveau auquel on aspire et qui n'est pas encore là, ce novum qui a peut-être déjà été anticipé dans le passé, dont il faut se souvenir, non pas pour faire un acte de remémoration, mais pour le produire dans l'avenir, et ce novum qui est aussi en quelque sorte l'eschaton, le dernier, non pas au sens d'une doctrine de la finalité objective prédéterminée et garantie, mais de quelque chose que l'on peut désirer, vers lequel on peut tendre, et comme Bloch est réaliste, à sa manière, comme on l'a dit, c'est la possibilité réelle qui l'intéresse, pas la possibilité abstraite, ce qui déjà là peut être construit. Donc je crois qu'il a là une très grande pensée, et qu'aujourd'hui, je suis peut-être moins pessimiste que toi dans le long terme, nous vivons effectivement une période extrêmement sombre, peut-être qu'il y a lieu de chercher le quid de la tête apparaît vite, ce qui est caché et qui apparaîtra. Deuxième remarque sur ce qui est valable qui m'a interrogé chez Bloch, c'est l'effort qu'il a fait, parce que la période de Bloch, ce n'est pas une période où on pouvait espérer, après tout. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer quand on a vécu la guerre de 14, la montée du nazisme, l'exil et la dévastation et probablement les heures les plus sombres de l'Europe? Alors, je ne pense pas qu'on en soit encore là, même si le nihilisme rampant aujourd'hui que Bloch combat peut nous faire craindre le pire. La période de Bloch, c'est une période terrible. Pour pouvoir avoir le courage, dans ces années-là, de faire une ontologie du possible, il faut véritablement avoir l'espérance chevillée au corps et en même temps une grande lucidité aussi, et ne pas désespérer absolument. L'espérance, c'est ne pas trop désespérer de l'humain.
Je crois que c'est ça, finalement, c'est cette espèce de confiance finale. Alors, il la cherche où, cette confiance? Voilà, l'ontologie, je viens de dire, c'est-à-dire les catégories qui se donnent. Deuxièmement, à la religion. Il y a chez Bloch une formidable philosophie de la religion qui a interrogé beaucoup de théologiens de la libération. Ce n'est pas un hasard si en Amérique latine, les théologiens de la libération, et même des philosophes de la libération, sont retrouvés, à la suite de théologiens allemands comme Metz, sont retrouvés dans Bloch en disant dans la religion, il n'y a pas que la légitimation du pouvoir, que la religion du prince, du pouvoir, du dieu législateur qui impose obéissance, il y a l'aspiration à un royaume qui n'est pas là, un royaume de liberté et de fraternité, qui n'est pas simplement une critique du présent, mais qui prend la forme d'une image, des images que la réserve sémantique de la Bible ou des deux Bibles peut contenir. Donc la possibilité de faire une théorie contradictoire de la religion en sollicitant ce qui, en quelque sorte, en faisant passer le christianisme dans l'athéisme, permet en quelque sorte au christianisme d'être athée et de se purifier lui-même de ces éléments superstitieux ou datés. Et la dernière chose que je veux souligner, et tu l'as dit aussi, c'est qu'au moment même où le marxisme de la Troisième Internationale donne le primat aux forces productives, à la construction du socialisme, à l'industrie, à l'usine, au conformisme social, Bloch est celui qui rappelle qu'il y a dans les droits de l'homme, donc dans la Révolution française, dans les principes liberté, égalité, fraternité, dans ce drapeau aux trois couleurs, il y a bien donc quelque chose qui doit être cherché. On ne peut pas renvoyer le droit naturel à une théorie de la propriété, à Locke. Il y a bien un surplus, une réserve utopique à réaliser et qui n'est pas simplement une utopie abstraite, mais bien une utopie concrète. Et voilà pourquoi ce livre, le droit naturel et la dignité humaine, qui a été beaucoup moqué par ceux qui critiquaient l'humanisme, est aujourd'hui un de ceux qui ont préparé certainement la possibilité d'une pensée politique qui ne capitule pas devant l'état du monde. Donc voilà, si vous voulez, pour moi, les trois points: la capacité philosophique, la capacité à interroger la religion d'une manière non sectaire et intelligente, sans se laisser dominer par ce qu'on peut appeler les religions d'appareil. Bloch a connu et vécu sur sa peau ce que pouvait devenir une religion politique comme le marxisme, en Union soviétique. Et troisièmement, malgré tout, cette forte dimension éthico-politique qu'il cherche donc dans une lecture de la Révolution française et dans une lecture tout à fait nouvelle du droit naturel. Or, je crois qu'on retrouve bien dans ces entretiens, dont il est vrai que la pointe philosophique et la discussion avec Adorno, on trouve bien tous ces grands thèmes, et avec toujours l'admirable écriture de Bloch, qui n'est pas seulement un philosophe jargonnant. Il a une écriture admirable, c'est beau ce qu'il écrit. Et il a là cette dimension qui peut toucher. J'aurais voulu, comment dirais-je, lire ou citer quelques pages ou quelques formules de Bloch qui me paraissent tout à fait belles, hein, en disant par exemple que la catégorie de possibilité logique, c'est la première née de la catégorie philosophique. C'est l'enfant des catégories philosophiques. Je trouve ça très beau, hein, de dire que le possible, c'est l'enfant nouveau-né de la logique philosophique, ou des choses comme cela. Voilà. Bon, je crois qu'il faudrait véritablement, aujourd'hui, c'est une heure que l'on voit, on s'est intéressé à des philosophies qui n'ont pas la puissance de celle de Bloch, on s'est intéressé à Mène de Biran, à toute une série, bon, pourquoi pas d'ailleurs, je n'ai rien contre Mène de Biran, et à tant d'autres, à beaucoup de penseurs de la fin du XIXe siècle. Il y en a peu qui ont la dimension, je dirais, mondiale qu'a eu Bloch. Et je crois que personnellement, je me réjouis de voir Arnaud Münster continuer à faire ce qu'il a toujours fait, à se mettre au service de cette grande pensée. Peut-être un tout petit complément à ce que je viens de dire. Évidemment, l'importance de la catégorie possibilité, donc évidemment, qui est le résultat aussi d'une lecture et d'une appropriation extrêmement originelle par Ernst Bloch d'Aristote, hein, et pour lequel donc, qui est d'une importance aussi pour son concept de matière, hein, parce que... il est quand même scandaleux que le grand livre sur le problème du matérialisme n'a jamais été traduit. C'est le grand livre, un des derniers grands livres de Bloch. Voilà, le plus grand livre, c'est le matérialisme. Donc Bloch a commencé à y rédiger en 1935 pendant son exil à Paris. Et bon, il n'est toujours pas... il a été publié que tardivement en allemand, d'ailleurs, en 1972 seulement.
notre époque à l'RDA, ne pouvait pas le publier. C'était à Francfort, 72, alors vraiment, il a été publié et il n'a pas été traduit du tout en français, ce qui est bien dommage, hein, parce que c'est une tentative vraiment ça permet de comprendre finalement pourquoi il y a eu ce tournant chez Ernst Bloch, Bloch 1, alors, l'esprit de l'utopie, donc il est encore un philosophe très existentiel de la pensée centré sur la question de la rencontre de soi-même et avec les influences très fortes de Kierkegaard, de Dostoïevski, etc. Une philosophie de la musique, l'influence de l'expressionnisme, tout ça. Finalement, comment cette pensée, comment il a approché le matérialisme. Et tout en faisant, donc en réalisant la rencontre avec le matérialisme historique et dialectique, il a, découvrant tout de suite le danger de la dogmatisation, esquissé un autre matérialisme, un matérialisme spéculatif, de toute façon un matérialisme complètement opposé au concept dogmatique donc, du matérialisme vulgaire, mais aussi au matérialisme de la dogmatisation marxiste-léniniste stalinienne, donc qui était de rigueur à son époque, donc avec la publication de Staline des fondements du marxisme, du léninisme, n'est-ce pas? Et donc, il est donc contre-courant. La dissidence de Bloch s'exprime très clairement donc, dès ses premiers travaux sur le matérialisme, parce que c'est une option, évidemment, pour c'est une lecture, une définition du matérialisme et du concept de la matière qui est très, très différente de celle de la Vulgate marxiste-léniniste de l'époque, qui avait été adoptée par les partis communistes de l'époque, sous la pression justement de l'Union soviétique sous Staline. Et autre chose, donc, c'est évidemment, il est très hegelien, c'est vrai, mais en même temps, dans sa manière de s'approprier Hegel, il y a une option chez Bloch, contre le système clos et achevé de Hegel, plutôt pour un système ouvert. Donc, la meilleure attestation de cela, c'est bien le livre, son dernier livre, écrit à Tübingen, il avait déjà 90 ans, intitulé Experimentum Mundi, donc publié en 75, qui ensuite a été publié en 81, je pense. Traduit assez vite. Oui. La traduction de Relais, donc chez Payot, Experimentum Mundi. Donc un ouvrage consacré au problème des catégories philosophiques, précisément écrite dans la perspective d'une philosophie de la praxis de l'utopie concrète. Le dernier livre, la somme, en sens la systématisation ultime de toute son œuvre, de toute sa pensée, une tentative de trouver une expression catégoriale au système ouvert blochien, opposé au système clos hegelien. Donc plus qu'une révision, hein, je dirais, c'est presque un dépassement révolutionnaire aussi des systèmes kantiens et aristotéliciens, des catégories, au cours desquelles les catégories dialectiques de la pensée sont identifiées à la réalité dialectique. Les catégories classiques sont, pour ainsi dire, dissoutes et transformées en figures processuelles, hein, comme dit Bloch, dans des figures, des expressions d'un être processuel, au service d'une ontologie, du non encore être, qui est fondée donc sur la conviction, comme tu disais, que tout être comporte en tant qu'être en son sein même un être en utopie, non encore extériorisé, mais qui peut être manifesté dans la praxis, donc dans une praxis transformatrice du monde. Donc, et je pense que c'est très important comment Bloch, dans ce livre, va tenter de jeter un pot entre les formes intellectuelles objectives et la possibilité objective réelle, parce que le réel contient dans son être, dit-il, la possibilité d'un être semblable à l'utopie. Je voudrais ajouter quelque chose. On a souvent dit que Bloch était un faible sur le plan politique, et j'ai évoqué ce livre sur le droit naturel
moderne et la dignité humaine, ce livre donc, qui revient sur les grandes catégories de la Révolution française et qui en donne une version véritablement à la fois utopique et sociale et qui n'a pas vieilli de ce point de vue encore aujourd'hui, même dans une phase de destruction, de déconstruction de l'État social. Il y a chez Bloch une conscience extraordinaire donc de la temporalité. À l'écouter, une version simple de ce qui n'était pas celle de notre tienne, de Bloch, on a l'impression au fond qu'il y a un immense mouvement où le possible cherche à se réaliser, de se réaliser, mais pas du tout. Il y a chez Bloch la conscience de ce qui interdit le possible, de ce qui bloque le passage de la possibilité abstraite à la possibilité réelle. Et il y a surtout cette idée extraordinaire que dans une société, il y a une pluralité de temporalité, et Bloch a élaboré cette catégorie que tu traduis par dissimultanéité, que d'autres ont traduit par non-contemporanéité, qui veut dire que dans une même société, il peut y avoir donc des couches sociales qui vivent selon un rythme différent, avec des traditions différentes, qu'il y a un décalage entre l'un et l'autre. Et Bloch fait des remarques extraordinairement intéressantes en disant si Hitler a pu arriver au pouvoir, c'est qu'il a trouvé un langage qui à la fois par sa force pouvait satisfaire les forces dominantes industrielles qui l'ont reconnu et qui l'ont accepté sans trop de difficultés quand même, et en même temps il pouvait parler au petit peuple parce qu'il parlait de la patrie, il parlait du foyer, il parlait de la campagne, il parlait donc de thèmes qui parlaient à ces paysans qui n'avaient pas leur langage c'est-à-dire qu'ils découvrent l'hétérogénéité du sens commun populaire, les différents niveaux et la nécessité de savoir s'adresser. Alors, il reproche au nazisme d'avoir été démagogique, d'avoir été dans le sens d'interdire le passage à la possibilité et de flatter, au fond, c'est ce qui peut être aussi préjugé dans le sens du poil, mais ce qu'il montre très bien, c'est que la non prise en compte des différences de niveau de développement de la conscience et du sens commun peut aboutir à des catastrophes historiques et que, effectivement, une conscience exacte du temps, c'est celle donc de sa non-contemporanéité, et il forme aussi cette idée extraordinaire que je trouve aujourd'hui actuelle, et encore plus dans une période de mondialisation, cette idée, au fond, qu'il y a un multiversum. On ne vit pas dans un univers unique, avec une logique unique, on vit dans un univers multiple dans lequel il y a plusieurs logiques, et le possible est un possible qui se pluralise en fonction des niveaux sémantiques ou des zones de sens dans lesquelles il est posé. Il y a donc des réserves, d'interrogations extraordinaires, et l'idée de multiversum est certainement le multivers. C'est beau ça, le multivers. Et certainement aujourd'hui, dans un monde où l'unification par l'économie, l'unification violente, réactive, détruit ou relance des multiplicités ambiguës, il y a certainement des éléments analytiques dans la pensée de Bloch qui n'en font pas lui simplement un prophète échevelé qui attend le possible comme un prophète des armées. Je crois véritablement qu'il y a des éléments de très profond réalisme dans ces catégories. Comment se fait-il que cette pensée si puissante n'ait pas réussi à s'imposer finalement en Allemagne de l'Est, puisque à l'intérieur du communisme même, il a été éjecté. Il fait cette différence entre le marxisme chaud et le marxisme froid. Lui, il fait partie du marxisme chaud, naturellement, et il était devenu tellement insupportable pour les autres, j'entends, qu'il a été éjecté. Il a dû partir en Amérique, ensuite revenir. Est-ce que l'utopie n'est pas condamnée finalement à être rejetée? D'abord, il faudrait faire un petit rectificatif pour la RDA, Ernst Bloch. Il n'est pas parti aux États-Unis, il est allé dans l'Allemagne de l'Ouest. Il est allé de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Il n'est jamais rentré. Il n'est plus rentré. Oui. C'est-à-dire, ça tient au fait qu'il avait il était en vacances en Allemagne fédérale, c'est-à-dire il avait comme la philosophie de la musique est très importante pour lui. Alors, Wilhelm Wagner l'avait invité au festival de Bayreuth pour assister à quelque représentation. Ça ne veut pas dire que Wagner était son musicien préféré, comme c'est le préféré, pas du tout. Mais ma question c'est, je n'arrive pas à comprendre, si vous pouvez m'aider à comprendre, comment se fait-il que, à l'intérieur de cette famille marxiste, il n'a pas réussi en Allemagne de l'Est à s'établir là. Il a pu venir dans un système capitaliste pour pouvoir dire sa pensée. Il y a quelque chose là qui me... oui, bien sûr, c'est très choquant et très bouleversant. Non, il faut dire une chose. Il était Ernst Bloch, on peut dire. C'est avec des réticences et beaucoup d'hésitation qu'il a accepté le poste à l'université de Leipzig. Et s'il a accepté, c'est contre la garantie, il avait exigé comme garantie qu'on lui garantisse qu'il puisse s'exprimer librement.
il ne voulait pas rentrer dans l'ancienne zone d'occupation soviétique parce qu'il était informé par son ami Schumacher de ce qui s'est passé en Union soviétique sous Staline. D'ailleurs, il avait refusé de s'exiler comme Lukács à Moscou. Et lorsqu'il était en exil à Prague, il a préféré s'exiler aux États-Unis, mais c'était en 1938. Hein? Voilà. Alors, il a été, dans les premières années, entre 1949 et lorsqu'il était devenu professeur d'histoire de la philosophie à Leipzig et directeur de l'Institut de philosophie. Une, on peut dire, attitude semi-loyale, relativement conformiste à l'égard du régime, avec un rejet immédiat, d'après ce que j'ai appris de lui, quand il m'a dit, alors du système des soviétiques, des apparatchiks qui a été imposé en Allemagne de l'Est, et notamment du secrétaire général, M. Walter Ulbricht, qui était un pur produit très dur du stalinisme. Donc il a rejoint, donc de plus en plus, il a glissé de cette position, on peut dire, d'une certaine loyauté à l'égard du régime, au début, dans les 3 premières années, vers l'opposition intérieure, on peut dire, socialiste, marxiste, oppositionnelle au régime de Walter Ulbricht, régime pro-soviétique, stalinien 100%. Donc, en rejoignant le groupe oppositionnel qui était dirigé par le sociologue Harich à l'université Humboldt de Berlin-Est. Donc, ce cercle de Harich, là, il y avait des universitaires, des éditeurs, des enseignants, c'est-à-dire il y avait, on peut dire, ils étaient pour le socialisme démocratique, s'appuyant plutôt sur Rosa Luxembourg pour une voie allemande pour le socialisme, mais contre cette, on peut dire, colonisation de la RDA par l'Union soviétique. Et moi, je vais vous poser une question plus profonde. Vous posez la question de savoir pourquoi cette pensée libre ne peut pas réussir dans un pays dont la doctrine est supportée par un des penseurs les plus critiques que l'humanité ait produit et qui aujourd'hui garde encore une puissance critique pour notre monde, c'est-à-dire Marx. Moi, je crois qu'il faut, alors là, véritablement s'interroger sur ce que est devenu le marxisme comme marxisme-léninisme à la fin des années 20 et en 30, c'est-à-dire, comment dire, que les oppositions politiques inévitables dans un pays compliqué, dans une situation extrêmement difficile, que celle de l'Union soviétique, produit donc à l'intérieur d'un bloc dirigeant qui doit garder une certaine cohérence, des divisions, et comment ces divisions, au lieu d'être analysées pour elles-mêmes avec, comment dirais-je, un accord pour ne pas franchir certaines limites, sont reformulées dans cette épouvantable doctrine qu'a été le matérialisme dialectique officiel, qui est une doctrine qui est devenue, comment dire, une orthodoxie, ce qui fait que les moindres oppositions, au lieu de prendre la possibilité d'être traitées pour elles-mêmes en analyse de type concrète, avec des responsabilités de type historico-sociologique ou géographique, sont devenues très vite des formes de gouvernement et des formes d'exclusion sur le biais de la logique orthodoxie-hérésie. Là, on a eu, je crois, une espèce de mauvais mimétisme des dialectiques qui ont pu jouer à l'intérieur, je crois, du christianisme, qui ont eu beaucoup de peine à accepter certains grands esprits, même, voilà, je pense à la crise moderniste en France, je pense à la manière dont a été traité Teilhard de Chardin, etc. Bon, même si l'Église catholique pose d'autres types de problèmes. En tous les cas, la manière dont la doctrine du marxisme-léninisme devient une doctrine officielle d'interprétation des conflits, de passage à la limite et de traduction spéculative d'erreurs par rapport à une doctrine a été fatale. Parce qu'en définitive, ça permettait à chaque fois d'incriminer quelqu'un en fonction des changements de ligne que seuls les rapports de force présents permettaient. Ça a quelque chose de fascinant et d'effrayant, la manière dont ça a fonctionné. Or, un esprit comme Bloch ne pouvait pas accepter ce fonctionnement, il avait une grande liberté d'esprit, et on n'a pas accepté. D'autant plus qu'en définitive, un RDA, c'est pas, je crois, son ontologie ou la théorie du possible qui a fait problème. Ce qui a fait problème, ça a été sa conviction démocratique, sa position en faveur du droit naturel et le refus d'une dictature d'État. Voilà, je crois que c'est ça qui a coincé. Qui lisait Bloch parmi les gens de l'RDA, la dissidence était directement politique, je crois, à un certain moment. Voilà. Je ne pense pas vous avoir répondu, parce que vous avez touché quelque chose. Vous me dites des choses qui m'intéressent beaucoup. Je me dis que je sens derrière cette pensée extraordinaire de Bloch, dans le contexte des questions que nous avons soumises,
la force de son interprétation de l'aristotélisme, qui a d'ailleurs posé un terrible problème dans le monde philosophique, car il a été rejeté d'une certaine manière, n'est-ce pas, puisqu'il fait une interprétation dans Experimento Mundi, précisément, où l'être, c'est le à-être, le non encore être, non omnis confundar, etc. Tout cela, hein, ces notions qui sont si importantes, donc sont à l'arrière-fond de son élévation contre le marxisme froid, à tel point que je sentais, mais vous m'aidez à comprendre, je sentais que c'était toute cette interprétation de l'aristotélisme, ce que j'appelle dynamique, qui est à la base de ce... Spéculativement, je crois que c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, alors, à propos justement de Ernst Bloch, la RDA et le système soviétique, des choses là, le moment où sa dissidence a éclaté, il était ouvertement, pour des raisons politiques, c'était en 1956, c'était à l'occasion de la révolte, de la répression extrêmement sanglante, de l'insurrection hongroise, qui était une insurrection populaire contre un régime stalinien extrêmement impopulaire dans la population et aussi donc tenu par les soviétiques, c'est-à-dire le régime de Rákosi. Voilà. Et donc, vous savez très bien que l'ami de jeunesse d'Ernst Bloch était c'est d'ailleurs, faut liser l'entretien avec Jean-Michel Palmier de Bloch dans ses livres. C'est donc Bloch, Lukács, qui était lui dissident, on peut dire, donc par rapport à cette ligne stalinienne en Hongrie, qui appartenait donc à une opposition, c'est oppositionnelle anti-stalinien, anti-Rákosi, et il est entré au gouvernement de Imre Nagy. Il est devenu, dans les journées chaudes de l'insurrection hongroise, ministre de la Culture. Et il a quitté ses fonctions, ce qui lui a probablement sauvé la vie, au moment où ce gouvernement a décidé de résilier, de quitter le pacte de Varsovie, hein, et donc de devenir un pays neutre comme l'Autriche. Et ce qui a provoqué évidemment donc la force de l'invention extrêmement brutale des chars soviétiques à Budapest, où on sait d'après le chiffre de l'ambassade indienne à Budapest, aurait fait entre 20 et 30 000 morts, parce que les gens sont le main nue allés contre des chars qui les ont écrasés. Donc il y a eu un bain de sang, même devant la place du Parlement, vous connaissez, j'étais à Budapest, mais pas à cette époque, heureusement, donc c'était terrible, c'était affreux, on peut dire vraiment, et Bloch ne pouvait plus se retenir, il a critiqué cela, et il a écrit aussi, il est intervenu auprès du ministre de la Culture de la RDA, l'exhortant de faire quelque chose pour libérer Lukács. Parce que Lukács, évidemment, a été arrêté par la police politique, déporté en Roumanie, et il aurait dû être exécuté. Imre Nagy, lui, a été exécuté. Il n'a pas osé. Et la célébrité de Lukács comme philosophe, et aussi des interventions internationales, l'ont sauvé, n'est-ce pas? Et Bloch était de ceux, évidemment, qui sont intervenus, mais en RDA, c'était complètement illusoire que le régime de la RDA, tellement lié, étroitement lié à l'Union soviétique, fasse quelque chose en faveur de Lukács, donc des dissidents qui avaient éliminés, n'est-ce pas, dans cet événement, donc qui officiellement, disons, était traité, par exemple, par l'humanité, n'est-ce pas, comme une contre-révolution qu'il a fallu. Et en 1953, est-ce qu'il avait réagi au moment de Berlin? Ça avait ébranlé Brecht déjà. À Berlin, le 17 juin 1953. Est-ce que Bloch c'est la grève, non. Le seul qui, là, à l'époque, avait le courage de dire quelque chose, c'était Bertolt Brecht, mais Ernst Bloch s'est tu, au public, pas au privé. Au privé, évidemment, j'étais absolument scandalisé par ce qui s'est passé, parce que c'est une cinquantaine de morts par l'intervention des chars contre les ouvriers. C'est Bertolt Brecht, évidemment, parce que, pour des raisons que, tout simplement, il attendait depuis 6 ans
la publication du premier tome du Principe Espérance. C'était programmé pour 1954. Et s'il avait énergiquement protesté, comme il aurait voulu le faire en 1953, le Principe Espérance n'aurait jamais été publié en RDA. Donc c'était la raison. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres raisons aussi, mais je pense que c'est la principale raison. Mais disons, comparé à ce qui s'est passé en Hongrie, cette petite révolte des ouvriers du bâtiment de Berlin-Est, la Staline allait, c'était rien. Hein. Mais en Hongrie, quand même aussi. Oui, mais en Hongrie, c'était le massacre. Donc, le bain de sang. Et là, voilà. Donc, il attendait cela. Et donc, alors, tout de suite, comme on a pu s'attendre, alors il y a eu donc évidemment le Harich, le sociologue, était un homme extrêmement courageux, qui en novembre 1956, dans une conférence de presse, parce qu'il y avait à Berlin-Est, c'était un club de la presse, un club de presse international devant les journalistes, a critiqué et dénoncé, donc d'abord la répression sanglante à Budapest et le régime de Ulbricht en exigeant sa démission immédiate. N'est-ce pas? Et malgré le fait, n'est-ce pas, qu'il y avait bien sûr dans ce club de presse, il y avait des agents de la Stasi, hein, parce que la RDA était l'état de surveillance parfaite. La RDA, tout était surveillé, partout il y avait des agents, n'est-ce pas? Et ce qui faisait que, bon, si quelqu'un critiquait quelque chose, malheureusement c'est la même chose à Cuba, alors il se fait arrêter, voilà, donc, et disparaît condamné à des peines de prison, etc. Donc évidemment, Harich est allé jusqu'à rencontrer personnellement Ulbricht, donc, qui était le président du Conseil d'État de la RDA et premier secrétaire du Parti communiste allemand, pour demander sa démission au nom du socialisme démocratique. Vous démissionner, la population ne vous supporte plus, allez-vous-en. Et ce qu'il nous faut, c'est le socialisme démocratique. Sans les Russes, c'est possible. Donc. Et bien sûr, c'est vrai ce que j'ai dit dans ma biographie, Walter Ulbricht, dans son fauteuil, ne dit rien, il presse un bouton, là, et on lui porte un café, il demande que le café soit servi à M. Harich. Comme ça, très bien, oui, je vais réfléchir, etc. Donc, au revoir. Et bien sûr, le lendemain, à 6 h du matin, l'agent politique, les agents de la police secrète, la Stasi, hein, ont arrêté Harich, qui ensuite a été, avec tout son groupe, les autres amis, c'était à peu près 15, ont été arrêtés et condamnés ensuite des procès à huis clos, à des peines de prison, allant jusqu'à 10, 11, 12 ans. Harich n'a eu pour 12 ans. Il n'a pas fait 12 ans parce qu'il est sorti avant, mais de toute façon, c'était... voilà, ça c'était... Alors, Bensborg faisait partie du groupe. Donc, il tremblait, il savait très bien que c'était une question du temps. Il était surveillé, alors il s'arrêtait, ils attendaient d'être arrêtés également, jugés, condamnés, mis en prison. Et ce serait presque passé comme ça. Donc, il avait, évidemment, voyant le danger, s'est mis à rédiger une lettre à Walter Ulbricht, lui expliquant qu'elle a toujours été beau communiste, etc. Et il a essayé de faire quelque chose pour éviter le pire. Alors, après l'ouverture des archives de la Stasi, après la réunification, on a trouvé des actes, des pièces et des documents. Il y avait un grand dossier Ernst Bloch à la Stasi dans la centrale, Normannenstraße, à Berlin-Est, et qu'un procès à la Socrate contre lui avait déjà été préparé. Donc, Ulbricht avait donné ordre à le faire juger, évidemment, pour activité, conspiration anti-parti, etc. Conspiration titoïste, trotskiste, mais tout ça, voilà, avec l'argumentaire classique stalinien. Et alors, ça, voilà. Alors arrive le mois de mars, la décision là-dessus aurait dû être prise au mois de février-mars 1957. Dans ce temps, Ernst Bloch continuait toujours à enseigner à l'université de Leipzig, la philosophie.
Il y avait ce dossier, et là, s'est produit quelque chose d'imprévu, parce qu'il y avait dans le comité central du Parti communiste d'Allemagne de l'Est des gens, il y avait quelqu'un qui avait une très grande influence, un camarade, qui s'appelle un certain Kurt Hager, qui avait une très grande influence sur Walter Ulbricht, mais qui, lui, a déconseillé à son ami Ulbricht d'arrêter Ernst Bloch, craignant un grand scandale international. Justement parce que la RDA avait quand même l'image d'être le premier État socialiste, antifasciste en Allemagne, etc. Donc beaucoup de juifs immigrés qui sont retournés ont eu des postes importants dans le gouvernement de la RDA, comme par exemple aussi la sœur de Walter Benjamin, qui est devenue ministre de la Justice. C'était un exemple, le chef de la radio Deutschlandsender Radio Allemagne, il était un immigré qui a fait la guerre civile espagnole. Tous ceux qui avaient fait la guerre civile espagnole étaient les opposants à Staline, soit dit en passant. Donc, voilà. Alors, au comité central, le jour décisif, alors Hager et d'autres membres du comité central ont empêché, ont fait pression sur Ulbricht de ne pas faire ça. Ulbricht voulait en faire un procès, voulait emprisonner Bloch, etc. Alors, il a eu la chance, Ernst Bloch a eu la chance, donc comme ça, ce procès a été ajourné, alors que tout avait été préparé déjà. Préparé surtout aussi par une campagne de presse. Neues Deutschland, l'organe central du PC est-allemand, en décembre 1956, a publié une grande série d'articles de dénonciation du révisionniste Ernst Bloch, révisionniste, donc quelqu'un qui s'est égaré, philosophe mystique, s'étant égaré sur le champ du marxisme-léninisme, etc. Donc quelqu'un qui, voilà, c'était ça. Et c'était un collègue de lui à l'Institut de philosophie de Leipzig qui avait rédigé cette série d'articles, et d'ailleurs le même qui, 2 années plus tôt, avait encore fait l'éloge public. C'était, voilà, comment, voilà, que le caractère, voilà le régime. Donc, ça s'est passé comme ça. Ils ont décidé donc seulement d'éliminer Bloch, de donner une interdiction professionnelle, de le mettre à la retraite anticipée à partir du 1er août 1957. Et depuis cette date-là, Bloch était interdit d'enseigner, interdit même d'aller à la bibliothèque universitaire pour emprunter des livres, interdit de mettre le pied à la maison de la radio, etc. Voilà, tout un long, il était donc surveillé, totalement surveillé dans sa maison à Leipzig. Donc, et où il a tenu dans ces conditions-là jusqu'en 61. De 57 jusqu'à 61, et là, vraiment, il ne pouvait plus. Alors, il est donc, parce qu'il avait ces rumeurs sur la construction des murs, il a préféré, il avait la possibilité encore de quitter la RDA parce qu'il avait un passeport en tant que membre de l'Académie des sciences. Il avait le droit, c'était un privilège de voyager. Et voilà, avec ça, il est allé à l'ouest quelques jours avant la construction du mur. Et une fois le mur érigé, il a convoqué la presse à Bayreuth en disant publiquement, donc j'ai décidé de ne plus retourner en RDA, je reste ici à l'ouest. Voilà, ça c'est comme ça, c'est terminé la dissidence. Voilà l'histoire de Bloch, philosophe dissident, d'abord philosophe officiel, finalement philosophe tombé en disgrâce et finalement exilé d'Allemagne en Allemagne. Voilà, c'est l'histoire. Oui. Je souhaiterais vous poser 2 questions donc, sur 2 points différents. La première, c'est que vous avez évoqué donc, le débat donc, entre Ernst Bloch et Adorno, qui, si j'ai bien compris, était quand même un débat, bien qu'il y ait des positions opposées, quand même relativement amicales, on va dire, entre des personnalités relativement proches quand même. Je souhaiterais que vous évoquiez quand même un autre débat qui était peut-être moins amical, un peu plus frontal au niveau de l'affrontement des positions. C'est le débat qui s'est déroulé donc pas tellement entre lui et un autre, c'est plutôt entre un autre et lui, c'est-à-dire entre Hans Jonas et Ernst Bloch, la confrontation entre le principe responsabilité et le principe espérance. Il n'y avait pas de débat. Désolé, voilà. Il n'y a eu jamais un débat. Oui, voilà, mais c'est une confrontation à distance. À distance, oui. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, donc, c'était dans quelle mesure la pensée d'Ernst Bloch
peut inspirer la pensée politique actuelle, notamment dans le domaine de l'écologie politique. Voilà, donc si vous pouvez nous apporter un petit peu des éclaircissements sur ces deux points, donc la polémique avec Ernst Jonas et puis l'apport éventuel d'inspiration au niveau de l'écologie politique actuelle. Oui, très, très belle question. Merci que vous posiez cette question parce que je m'attendais à ça, parce que c'est extrêmement intéressant. Jonas, évidemment, il n'y a jamais eu la moindre rencontre personnelle entre Ernst Bloch et Jonas. Et c'est à distance que cette polémique a été menée. Et d'ailleurs, la même chose avec ce qui concerne le rapport de Günther Anders à Ernst Bloch. Donc, c'est après la mort d'Ernst Bloch, seulement en 1983, que Anders a formulé sa grande critique de la philosophie blockienne de l'espérance dans une grande interview donnée à la Lübtermeer Die Zeit. Donc, Jonas, Ernst Bloch, oui, si, le principe responsabilité de Jonas est publié bien après la mort de Ernst Bloch. Donc, c'est également post-mortem. Mais la charge de Jonas est violente. Et c'est vrai que toute la quatrième et dernière partie de son livre Principe responsabilité est consacrée à une réfutation des principales thèses du principe espérance de Bloch. On s'étonne souvent peut s'étonner de la violence de l'attaque de Jonas. Je me suis, dans le livre que j'ai écrit sur cette polémique, j'ai souligné que pour une partie c'est un malentendu. Parce qu'évidemment, Jonas, évidemment, qui est polémique contre Bloch, parce qu'il est polémique en réalité contre le marxisme, n'est-ce pas? Parce qu'il est très, très, très opposé au marxisme, et notamment, mais là, il épingle le marxisme utopique de Ernst Bloch comme l'exemple, justement, d'une philosophie que lui rejette et combat au nom du principe responsabilité. Jonas n'a pas compris, à mon avis, et s'il avait bien lu Bloch, par exemple, s'il avait lu au moins les 2 premiers tomes du principe espérance, il aurait dû se rendre compte qu'il y a dans cette philosophie d'espérance et d'utopie concrète, il y a bien une philosophie écologique. Je reviens à votre deuxième partie, votre question. C'est ça, à mon avis, c'est pourquoi je me suis permis de souligner ça dans la préface à ce livre, n'est-ce pas, parce que il est le seul philosophe néo-marxiste du XXe siècle, le seul, vraiment le seul, qui a compris, qui a une philosophie de la nature où il rapproche évidemment des positions écologistes, avec son postulat d'une alliance de l'homme avec la nature, de l'agir de l'homme avec la nature, en reprenant aussi évidemment la phrase de Marx dans les manuscrits de 1944 concernant la naturalisation de l'homme et l'humanisation de la nature. Donc, cela a fait que Bloch a eu une certaine reconnaissance, une certaine influence sur le mouvement écologique allemand. C'est le moins on trouve dans ce mouvement allemand les Grünen, certains qui ont été sensibles, mais je suis probablement le seul, disons parmi ces verts radicaux, qui ont explicitement souligné, oui, le courage de souligner explicitement cette dimension écologique dans la pensée de Bloch. Donc il y a une critique de l'anthropocène, de la mesure où Bloch critique dans justement les passages du principe espérance qui sont consacrés à ce problème de la naturalisation de l'homme, de l'humanisation de la nature. Il critique le productivisme, il critique le côté destructeur d'une exploitation effrénée des ressources naturelles par l'homme.
hein, il critique donc ce point de vue donc, qui remonte jusqu'à Descartes, hein, donc l'homme, voilà, maître et dominateur de la nature. Donc avec ça, il a donné des armes, je dirais, idéologiques, préparées pour les Verts. Et il est étonnant que quelqu'un comme Jonas n'a pas repris ça. Il aurait dû, au lieu de faire ce procès polémique dans le principe d'espérance, au lieu de faire ce procès polémique contre le principe d'espérance, il aurait dû plutôt consentir avec Bloch dans une large mesure concernant ce programme ou ces prises de position écologiques qui sont uniques parce qu'il est le seul penseur néo-marxiste du XXe siècle qui a fait cela. Donc voilà. Donc c'est étonnant aussi, évidemment, qu'en France, par exemple, même dans le domaine parmi les écologistes, avez-vous trouvé quelqu'un qui aurait connu Ernst Bloch ou qui sait cela? Personne. Ils ont tous lu Jonas, ils ont une bonne opinion générale de Ernst Jonas et de son principe de responsabilité, n'est-ce pas? Mais on ne connaît pas, ils ne l'ont pas lu. Pourquoi ils ne l'ont pas lu alors qu'il est traduit depuis 1976, le principe d'espérance, et de la bibliothèque classique de Gallimard? Toutes ses œuvres principales ont été traduites, mais ils n'ont pas été lues. Il n'y avait pas de réception, c'est-à-dire il n'y avait pas des conditions, on peut dire, d'accueil, apparemment, dans le monde intellectuel, philosophique, universitaire français, n'étaient pas réunis pour un accueil favorable. Si je peux ajouter mais ça, pour mieux expliquer ça. Non, mais tu as raison. Si je peux ajouter quelque chose, jusqu'à ces dernières années, si vous déposiez un sujet de thèse sur Marx, sur Gramsci ou sur Bloch, vous aviez toutes les chances de ne jamais être qualifié aux fonctions de professeur. C'était quand même des auteurs considérés comme la limite de la philosophie, encore plus Gramsci d'ailleurs que Bloch, et Marx aussi. Donc on considérait qu'on faisait de la politique, et j'ai connu moi des comités consultatifs de philosophie qui systématiquement, il faut dire qu'à la face, à l'Est c'était encore pire, mais d'une certaine manière il y a eu une criminalisation de l'intérêt pour ces auteurs, et qui a été durable. On ne pouvait pas faire une carrière si on ne passait pas par les auteurs reconnus par l'université française. Et bon, voilà, actuellement, ça s'est tassé. Il y a un renouveau de la pensée critique, et pas simplement de Marx, et bien d'autres, mais c'est toujours difficile. Par exemple, dans l'économie politique, il est absolument impensable aujourd'hui, ou pas non plus aux dernières années, d'espérer être professeur si vous égratignez le néolibéralisme. Donc il y a une pensée officielle plus intelligente que celle qui manifestait à l'Est, parce qu'elle est plus sournoise et plus efficace, puisque les gens finissent par se censurer d'eux-mêmes, ce qui est l'idéal. L'autocastration, c'est quand même mieux que les virations faites par un autre, mais il y a quand même de cela qui a joué contre Bloch. On n'a pas pu donc travailler sur Bloch. On allait au désastre universitaire si on travaillait sur Bloch. Ça, je peux le dire parce que j'ai soutenu la seule, unique thèse en Sorbonne sur la vraie pensée d'Ernst Bloch. Ça me fait remarquer par le journal Le Monde, parce que ça n'est jamais arrivé, ça n'aurait pas dû arriver. C'était un accident. Oui. Un accident pour l'université. Idéologique, c'était complètement idéologique, bien sûr. Exactement comme aussi, je crois qu'en philosophie, à certains moments, faire des thèses sur des auteurs catholiques ou autres, en philosophie, était peut-être aussi difficile, je veux dire, au moins quelques années auparavant. Donc il y a quand même dans l'université française, elle est traversée par des courants idéologiques et rien n'est jamais neutre. C'est difficile ça. Donc pour faire reconnaître un travail, même Hegel a eu beaucoup de peine à passer en France. Est-ce qu'il est vraiment passé? Moi je pense qu'il n'est pas passé, Hegel, en France. Jamais. Est-ce que vous seriez d'accord, est-ce que vous seriez d'accord avec ces... Moi j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ces grandes pensées allemandes, celle de Bloch, celle de Heidegger aussi d'ailleurs, parce que Heidegger passe mal en France, même Lukács, malgré son affaire. Même Lukács aussi, qui écrit l'allemand, c'est ces grandes pensées allemandes, donc jusqu'à avec Hegel aussi, Kant passe plus facilement. Mais ce sont des problématiques très étrangères à l'esprit français. Tout à fait d'accord. D'accord? Parfait. Ceci dit, le Heidegger est porté au nu par ça, Heidegger est passé. Universitaire Heidegger sont passés en France. Notamment la Sorbonne. C'est très temps qui est passé en France. Oui. Mais Heidegger, c'est ça. Oui. C'est ça le bouquin. Ils sont au 100e bouquin publié maintenant en allemand. Donc, bon, il y en a qui ont 40 pages, je veux bien. C'est des cours. Pourquoi ont-ils enterré le principe espérance en portant au nu Heidegger, dont on savait qu'il était nazi?
Donc, à mon avis, il y a aussi, il faut dire, non seulement l'anticommunisme, évidemment, qui joue ici, c'est une évidence. Pourquoi le fait supporter exclusivement un pauvre Ernst Bloch qui est un dissident? Alors évidemment, il a été identifié avec la RDA et Leipzig, et ils n'ont pas compris vraiment sa dissidence, alors que c'était un dissident, quelqu'un qui était vraiment, au moins pendant les dernières années de son séjour en RDA, très opposé à ce régime et qui, pour cette raison-là, a été persécuté et a dû se réfugier à l'Ouest. Ils n'ont pas compris ça. Mais deuxièmement, le marxisme français, qui s'est défini comme, disons, comme le marxisme français officiel, avec Althusser et son école, hein, Garaudy, ne confond pas. À l'exception, oui, quand même pas trop aller trop loin. Peut-être à l'exception d'Henri Lefebvre et André Tozel, à cette exception. Oui, mais Althusser était très aussi, je sais, à Bloch. Sur Bloch, tu as raison. Il également. Ça, je suis d'accord. Et oui, donc je pense qu'il y a là ce marxisme, néo-marxisme officiel, dans sa canonisation, était complètement impénétrable, parce que moi j'ai essayé, j'ai consacré 40 ans de ma vie de chercheur universitaire pour faire connaître Bloch en France, avec ce résultat. Les résultats que personne ne lit, personne ne le connaît. Il est quand même traduit. On va poser une question. La question quand même qu'on pourrait se poser, il a fait l'expérience du socialisme réellement existant, très fortement. Comme Lukács. Voilà, comme Lukács. N'ont-ils pas quand même un peu esquivé le problème en ne se lançant pas dans la... Pourquoi finalement ça a mal tourné? Pourquoi c'est ce marxisme-là, ce matérialisme dialectique qui s'est imposé? Je sais bien que c'est une affaire très difficile, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu restés sur leur réserve là-dessus? Bien sûr, on pourrait dire que toute leur œuvre a été une critique, un acte, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'ils se sont jamais lancés dans une sorte d'analyse? Alors c'est peut-être de l'histoire, c'est peut-être c'est pas purement philosophique, c'est aussi sociologique, c'est peut-être historique. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu esquivé les choses là? Tu disais il y a les trois grands, c'est vrai, qui ont tenté d'essayer, donc Gramsci, Lukács et Bloch. Gramsci ne pouvait pas, c'était quoi? Peut-être que Gramsci a été essayé, qui a été le plus loin. Ouais. Alors que je pense qu'il y a un problème. Mais Lukács l'a fait un peu tout à la fin, mais pas trop d'ailleurs dans ses. Bon, on comprend bien aussi la situation dans laquelle vous êtes. Disons que c'est que... Marcuse a écrit le marxisme soviétique. Bon, c'était plus facile pour lui de loin, mais ils n'ont pas affronté de... Le problème est que le Parti communiste français s'est approprié, dès qu'il y avait cette crise, déjà en Hongrie, en 1956, avec cet alignement sur la position soviétique qu'il s'agissait d'étouffer une contre-révolution inspirée par l'impérialisme occidental. Donc, toutes les critiques qui ont été avancées par les officiels de la RDA contre Ernst Bloch, comme révisionniste, etc., tout ça, le Parti communiste français s'est approprié et on le trouve dans l'humanité. Donc, il y a d'un coup là où il aurait pu y avoir une quelconque petite réception pour ce grand philosophe marxiste de l'utopie concrète et de l'espérance. Alors il y avait donc aucune possibilité, par exemple, il y a des nombres. En Italie, c'est tout à fait différent. On est en Italie, mais évidemment, à cause de. Voilà, comme le parti italien, communiste italien, était le plus opposé au soviétisme, donc là, ils ont ouvert, avec Gramsci en plus, comme médiation possible. Bon, ils ont pu, évidemment, ils ont ouvert les portes, et là, là, il y a une grande, aujourd'hui, assez grande réception de l'œuvre d'Ernst Bloch, comparée à la France. C'est pas comparable, et en Allemagne aussi, évidemment, encore, hein, mais à moins de degré que dans les années 70. Mais je pense qu'il y a une certaine responsabilité des grands intellectuels marxistes français, bon, à la grande exception d'André Tozel ou d'Henri Lefebvre, qui a connu Bloch, qui l'a lu aussi, mais qui a aussi critiqué certains aspects. Par exemple, dans l'entretien que j'avais avec Henri Lefebvre, il a reproché
à Bloch, justement, c'est le concept du novum, en disant nous, je ne veux pas accepter une philosophie du novum parce que le novum n'est pas forcément bien, il est mauvais plutôt. Hein. Donc voilà, alors ce genre de critiques ont été avancées. Hein. Ce qui après, une fois que bon, ce que tu dis est juste, mais pourquoi après ce genre de pensée n'est pas passé? Il y a des circonstances plus profondes qui reviennent, je crois, parce qu'en France, la pensée des processus, des contradictions, ces pensées-là, ces pensées du mouvement articulé, avec beaucoup de nuances et de complexité, ne passent pas. Hegel n'est pas passé, je crois que l'origine, le premier, c'est Hegel qui n'est pas passé. Et ceux-là ne sont pas passés à la suite, je dirais. Hein. Alors en plus, avec les complications politiques et la surdétermination des luttes assez dures en France qu'il y a eu, et l'importance qu'a pu avoir les forces communistes, qui par ailleurs est expression du monde populaire, c'est pas si simple. Donc il y a eu une espèce de surdétermination de facteurs qui ont fait que ça n'est pas passé. Mais il y a quand même en France, toujours au moins jusqu'en 1950, la domination de deux courants. Après, c'est la phénoménologie et le néopositivisme qui dominent aujourd'hui. Hein. Bon, quelle phénoménologie, quel néopositivisme? Je ne pose pas la question. Mais avant, qu'est-ce qui dominait? Ce qui dominait, c'était un rationalisme de type philosophie des Lumières, philosophie de l'esprit, la branche Vic, avec des gens extrêmement cultivés et savants, mais eux, ça s'arrêtait à Kant. Et ensuite, le spiritualisme, assez faible, assez mou, qui voulait préserver les valeurs, qui étaient une philosophie proprement politique et qui, depuis Bergson, n'avait rien donné d'important. Donc je crois qu'il faudrait vraiment voir qu'effectivement, il y a des parties